Alors, bonjour à tout le monde. Nous allons donc voir le fléau de la Grande Peste de 1348. Et je cite donc une source que nous allons voir, des strates de cadavres comme des lasagnes. Jamais, donc, comme durant cette dernière année où le monde a été frappé par la pandémie des Covid, il y a eu autant d'émissions, d'articles dans les revues large public consacrés aux épidémies du passé, et tout particulièrement à la Grande Peste. En ces temps de crise sanitaire, des nouvelles exigences d'histoire se sont manifestées soudainement, et les historiens, les historiennes ont été conviés, comme nous aujourd'hui, pour jeter de la lumière sur le passé, tout en ayant devant les yeux les grandes questions auxquelles nous avons été confrontés. Et nous le sommes toujours. Les réactions face à la mort, la peur, la gestion de la crise, les dispositions prises par les pouvoirs, les mesures sanitaires, la sépulture des morts, la dispersion des liens sociaux et familiaux. Comme si, en ces temps de crise, l'histoire devait retrouver sa tâche classique, celle avant tout cicéronienne, le rôle donc des magistra vitae, donc le rôle des guides de la vie humaine, que à partir de 1350, on peut dire, les humanistes italiens sollicitent et réactualisent pour envisager aussi la promesse du futur. Comme nous allons le voir, frappantes sont les affinités. En partie, nous l'avons déjà vu avec Clément Chier. Et des affinités qui, pour certains aspects, lient la narration de la Grande Peste et celle du Covid. On pourrait presque parler d'un variant en ce qui concerne les réactions humaines, réactions psychologiques. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Nos conditions de vie et de santé ne sont pas celles des hommes que les hommes et les femmes du Moyen-Âge se trouvèrent à affronter. Et nous allons donc tout de suite voir un aspect qui a frappé fortement, c'est la diffusion très rapide de la maladie arrivée par bateau. La peste vient d'Asie, de l'empire mongol, fort probablement d'abord de la Chine centrale, du Yunnan, dès 1331, et elle arrive en Europe par bateau, portée donc par les Génois, les grands marchands génois qui avaient donc comme colonie commerciale, avaient fondé donc Caffa en Crimée. C'était donc, il l'avait fondé en 1261 sur la côte septentrionale de la mer Noire. C'était donc un nœud commercial fondamental. Et de là, donc, les Génois contrôlaient les échanges avec la Moldavie, la Russie, mais aussi les voies transcontinentales vers la Chine. Elle suit donc, la peste suit les circuits du commerce des marchands génois. Elle se répand donc comme une traînée de poudre d'abord à Constantinople, 1346, puis au Caire, et de là, donc en Sicile et à Marseille, en 1347, d'où elle gagne l'Italie, la France et toute l'Europe. En 3 ans, l'épidémie donc s'est répandue jusqu'à l'extrême nord de l'Europe, un peu partout, donc pas avec la même intensité. L'intensité concerne surtout donc les grandes villes italiennes, les villes donc de l'Allemagne. Là, l'intensité, c'était les réseaux commerciaux les plus importants qui sont touchés, moins la Pologne, moins donc les régions qui n'étaient pas au cœur des trafics, qui n'étaient pas les centres donc des marchés, des foires. Et
nous devons là souligner quelque chose d'important. Alors, comme aujourd'hui, l'épidémie se propage dans un monde connecté à l'échelle mondiale, un monde déjà globalisé qui, grâce au réseau de relations commerciales, reliait l'Empire mongol à travers l'Asie centrale aux grands ports de la Méditerranée comme Gênes, Venise, Naples. La propagation était donc une conséquence de cette première mondialisation. Et venus de Chine, les bacilles voyagent à dos de puce sur les ratus. Lorsque la population des rats est décimée, les puces se tournent vers les hommes. Et la cause principale était donc les pénuries alimentaires et la mort des rats noirs. C'est donc les bacilles qu'on appelle plus tard les bacilles de Yersinia pestis, donc celui qui est donc identifié par les médecins suisses au XIXe siècle, Alexandre Yersin. Et donc cette épidémie on souligne tout de suite la rapidité donc de diffusion, mais aussi rapidité d'incubation, 2 à 6 jours, et se manifeste donc avec des bubons, avec des hémorragies cutanées qui provoquent donc des couleurs violettes, d'où aussi les noms par la suite des pestes et des mortalités noires. Nous avons ici donc l'un des grands médecins, des grands savants à la cour donc des papes d'Avignon. Il est donc là sous la période de la peste, sous Clément VI, et qui fait donc une description de ces il parle donc des bubons, il parle des charbons, qui étaient donc les points d'inoculation, et la peste donc c'est un mal foudroyant, et nous avons déjà insisté sur le fait que elle frappe aussi par la rapidité, aussi parce que depuis donc le 8e siècle, il n'y avait plus de manifestations de peste, donc c'est un choc. Et c'est ainsi donc qu'elle est qualifiée. C'est donc les mots qui reviennent utilisés par les médecins dans la littérature, par aussi les chroniqueurs. C'est la grande mortalité. C'est donc les Boccace parlera des mortifères à pestilence, on va les voir, mais grande mortalité, donc c'est ainsi aussi que est définie par les médecins grands savants Guy de Chauliac, et c'est donc l'image un peu que j'ai mise en évidence dès le début, donc dans cette grande mortalité représentée donc dans les Décamerons des Boccace, la chevauchée de la mort qui arrive donc à grande vitesse, qui touche aussi, ça c'est un fait nouveau, donc elle touche donc tous les milieux sociaux, et toutes les villes sont touchées. La maladie donc frappe sans distinction sociale, riche et pauvre, la reine de France, sa belle-fille, mais aussi les paysans. Et comment donc interpréter cette épidémie foudroyante et nouvelle, parce qu'on n'avait plus les souvenirs des pestes anciennes. Comme donc elle est souvent qualifiée aussi par Guillaume de Chauliac et également par Boccace de merveilleux. Merveilleux donc signifie quelque chose qui est directement intéressé par l'intervention divine, et précisément donc en ce cas est interprété comme une conséquence directe de la colère divine, une interprétation largement, ce n'est pas la seule, mais c'était celle qui était la plus largement partagée au sein même de l'Université de Paris.
La responsabilité de la peste était donc attribuée à la volonté divine qui s'acharnait sur un monde des pécheurs et qui s'est manifesté donc sous la forme d'humeurs mauvaises jaillissant de la terre pour polluer donc l'air et rendre donc les gens malades. Et en effet, dans l'espace de quelques mois, des véritables métropoles telles qu'elles étaient, donc des villes comme Florence et Venise, qui à l'époque avaient environ 100 000 habitants, voient disparaître un tiers de la population. Et donc, d'où ces définitions des mâles effrayants, foudroyants, mortifères à pestilence. Et donc, les images qu'on peut retenir, qui reviennent donc d'une source à l'autre, donc, sont celles donc des déjà, vous voyez ici donc ces illustrations donc de la mortifère à pestilence, mais l'image que les chroniqueurs nous donnent est celle véritablement de la peur, de la mort, de la désolation. Voici donc quelques récits, donc les plus terribles, les plus cruels, c'est donc celui de Marchionne di Coppo Stefani, qui mentionne pour la Florence de l'époque 96 000 morts de peste. Et il dit donc que les morts étaient si nombreux, surtout parmi les pauvres gens, qu'il fut indispensable de creuser des fosses communes très profondes et d'y enterrer les cadavres les uns sur les autres, séparés par une couche de terre, comme l'ont préparé des couches de lasagne parsemées de fromage. Puis encore, il donne donc ces images de désolation. Aucune corporation n'est travaillée, toutes les boutiques étaient fermées. Les seuls lieux ouverts n'étaient que les boutiques d'apothicaires, donc les pharmacies d'aujourd'hui, les églises. Où tu allais, tu ne rencontrais presque personne. Problème donc des images de désolation que nous avons aussi connues, il faut le dire. Problème aussi des données des sépultures aux morts avec, alors comme aujourd'hui, aussi interdiction des rassemblements. Et en outre, donc, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est donc les témoignages de Guy de Chauliac. Chauliac donc met en évidence face donc à la mort, l'incapacité, l'impuissance donc des médecins, d'où donc face à cette impuissance, la seule chose c'était s'en remettre à Dieu, donc d'où la multiplication aussi des processions. Et il dit donc, c'est pourquoi elle fut inutile et honteuse pour les médecins, d'autant qu'ils n'osaient pas visiter les malades de peur d'être infectés. Et quand ils les visitaient, ils n'y pouvaient ni gagner rien, car tous les malades mouraient, excepté quelques-uns sur la faim qui en échappèrent avec des boubons noirs, mûrs. Et donc, en l'absence aussi des structures sanitaires, les ordres mendiants, et tout particulièrement les franciscains, se mobilisent en première ligne et avec donc un tel sacrifice en vie humaine que pour la suite, il faudra donc pour reconstituer l'ordre de recourir à l'ordination d'adolescents et des personnes âgées, un peu comme aujourd'hui, qu'on a fait appel donc pour les soins à des retraités, à des jeunes diplômés. Il n'y avait pas d'autre remède aussi que ceux que nous avons un peu connus dans l'essence, les mesures d'hygiène et d'isolement. Les premiers isolements, donc une quarantaine de 30 jours, on la retrouve en 1377 dans la colonie vénitienne des Raguses, en Croatie, sur la côte d'Almate. Et puis, on a donc aussi des magistratures qui sont créées à Venise, à Florence. Et quelle réaction immédiate face à la peur de la mort? Face à ces fléaux donc inconnus,
nouveau, comme on l'a vu. Donc, quelles étaient donc les réactions? Les réactions donc sont au départ, on l'a dit, celles de la panique, de la terreur. Mais il y en a aussi d'autres. Boccace, qui écrit donc en 1349, comme Marchionne di Capo-Stefani, voit donc les faits des liens sociaux qui, si ce ne se dissout pas, mais tendent quand même à s'éloigner. Il dit donc, Boccace, outre que les citadins s'évitaient les uns et les autres, que les voisins n'avaient aucun soin de leurs voisins, les parents ne se visitaient jamais. Puis il dit par la suite, donc une telle épouvante était rentrée dans les cœurs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que le frère abandonnait son frère, l'oncle son neveu, la sœur son frère, et souvent la femme son mari. Et chose plus forte et presque incroyable, les pères et les mères refusaient de voir et de soigner leurs enfants, comme si ceux-ci ne leur eussent point appartenu. Et autre témoignage donc de Marchionne di Capo-Stefani, c'est assez joli, donc il dit donc dès qu'un membre de la famille tombait malade et se mettait au lit, les autres lui disaient « Oh, on va chercher les médecins !» Et ainsi, une fois fermée la porte, il ne reviendrait plus. Bien sûr, ces images de dissolution du tissu social sont probablement exagérées. Les chroniqueurs ont souvent recours à des modèles communs. Par exemple, Boccace, on sait qu'il fait recours à plusieurs modèles dans les récits donc, de la peste d'Athènes, des Thucydides. Ils utilisent donc des moyens pour faire pression sur le public, d'ailleurs nos journalistes aussi. Mais ces écritures révèlent quelque chose de vraisemblable. Les ravages de la peste ont un impact réel sur la dispersion des liens sociaux. Nous pouvons aisément le constater aujourd'hui encore. Sans exagérer les répercussions psychologiques de la peste, l'on peut facilement croire que le spectacle de la mort à une échelle aussi élevée ait frappé les hommes de l'époque. Et les réactions donc des contemporains, donc il y a les exemples des pitiés chrétiennes et aussi, comme je vous disais, les processions, mais il y a aussi donc des cérémonies expiatoires, des œuvres de charité, de dévotion, mais comme cela arrive souvent lors des catastrophes, il y a en même temps des réactions psychologiques contraires. Boccace les exprime très bien. Il dit donc, il montre 3 catégories, et on pourrait les revoir aussi aujourd'hui parmi les amis que nous avons. Donc, d'aucuns pensaient que vivre avec modération et se garder de tout excès était la meilleure manière de résister à un tel flot. D'autres, d'une opinion contraire, affirmaient que boire beaucoup, jouir, aller d'un côté et de l'autre en chantant, se satisfaisant en toutes choses, selon son appétit, et rire et se moquer de ce qui pouvait advenir était le remède le plus certain à si grand mal. Beaucoup d'autres, entre les deux, manières de vivre susdites. Les groupes des jeunes des Boccace, c'est les groupes donc des jeunes nobles de Cameroun choisis de se distraire dans une vie de festivité, loin de la ville, une forme de quarantaine plus paisible bien sûr, plus adéquate à leur jeune âge. Donc ici, les jeunes quittent Florence pour les merveilles de la campagne, une fuite dans les maisons de campagne qui évoque, bien entendu, celle à laquelle nous avons assisté lors de notre pandémie. Donc les maisons, les secondes maisons, pour ceux qui avaient les secondes maisons, bien entendu. Et ici, donc, ce sont les jeunes nobles qui se retrouvent à la campagne et reproduisent donc leurs mœurs habituelles,
qui se caractérise donc par... Là, vous avez une illustration, donc une très belle peinture qui reproduit donc les jeunes de Boccace et qui reproduisent donc les mœurs à la campagne, les mœurs habituelles qui se caractérisent par les jeux, les fêtes, l'amour, tels que les frères Taviani l'ont admirablement montré donc dans ce film Conte italien. Et comment donc leur donner tort? C'est donc la vie des jeunes.